Bonjour et bienvenue à tous dans notre première émission, peut-être la dernière, enfin je l'espère pas, mais en tout cas nous on n'a pas l'impression de perdre notre temps dans l'émission Les Jumelles sans tabou. Je me présente, je m'appelle Audrey Garnier, je viens d'une petite commune en Bretagne, en France, la France. À côté de Salut. moi, Oh, pardon, ça commence. Moi, c'est Diane Garnier. C'est pas trop compliqué. Et je reste depuis 22 ans à Montréal, au Québec. alors on a fait le choix de créer ce petit programme. Pourquoi? Parce que déjà, on adore rencontrer les gens. On adore ça, c'est le sens de notre vie, se nourrir de l'autre. Et du coup, on s'est dit, dans les gens qu'on connaît, les rencontres qu'on fait, il y a des clichés. Moi aussi, certainement que j'ai des clichés aussi. Et on s'est dit, pourquoi pas sortir de là et utiliser un programme pour peut-être civiliser le langage, rendre accessible et découvrir avant tout une personne. Et aujourd'hui, qui allons-nous rencontrer, Diane? Aujourd'hui, on a décidé de rencontrer, premièrement, je voulais dire, on est jumelles, mais c'est moi qui ai trouvé Mathieu. Je l'ai trouvé. J'ai eu la chance de lire le livre de Mathieu. Et Mathieu va parler de quoi, qu'est-ce que c'est son livre, mais c'est plutôt lui qu'on veut apprendre à connaître aujourd'hui. Et en fin de compte, Mathieu, c'est Mathieu. Puis moi, je vais arrêter là. J'ai pas envie d'aller plus loin. Dans Mathieu, c'est Mathieu. C'est lui qui se présentera plus tard. Ok, bon écoute, hein. Moi j'ai juste une question déjà. T'es prête, Diane? Je suis Mathieu. prête. Ouais. Mathieu, est-ce que tu es prêt à vivre cette expérience sans tabou avec nous? Ouais, allez, je suis prêt. Allez, Ok, c'est bon. allez. Eh écoute, moi je vous propose de commencer tout de suite et moi j'ai tout de suite une question qui va être très rapide. Mathieu, présente-toi en moins d'une minute. Voilà, top chrono. Alors, je m'appelle Mathieu Beaulieu, j'habite dans la Vienne, dans une commune qui s'appelle Châtellerault. J'ai fait toute ma vie à Châtellerault, je suis né à Châtellerault, j'ai fait toutes mes études à Châtellerault et je travaille aujourd'hui à Châtellerault. Vive Châtellerault. Voilà. Et je suis dans la vie, je suis passionné par plein de choses, par la photo, par le bricolage, les loisirs créatifs, le tricot, le crochet, la soudure, le bricolage du bois. Et du coup, j'ai découvert il y a 4 ans, donc à l'âge de 32 ans, que j'étais porteur d'un TSA, donc d'un trouble du spectre de l'autisme qui s'appelle le syndrome d'Asperger. À la suite de quoi, j'ai entrepris du coup le parcours diagnostique et j'ai choisi de communiquer sur le sujet et d'écrire un livre pour apporter un éclairage de l'intérieur de ce que c'est que ce syndrome-là et comment moi je le perçois. Voilà. Ok, c'est bon, t'es dans les temps. Très On va clair. continuer l'émission, c'est bon. C'est super. Donc, on va commencer avec une série de questions, Mathieu. Et la première, on voulait savoir, est-ce que tu trouves que depuis que tu as divulgué ton autisme, les gens te parlent de façon infantilisante? Alors, divulguer, rendre accessible, rendre public, c'était secret, il ne savait pas, et puis pof, il y va, il dit. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a plein de choses qui se passent en fait quand on apprend qu'on est diagnostiqué et qu'on choisit de communiquer dessus. Il y a plusieurs choses. Déjà, dans le cadre familial, il y a des gens à qui ça va parler tout de suite, qui vont dire, bah oui, je comprends, effectivement, tu as toujours été différent, etc. Il peut y avoir des déceptions avec des personnes de votre entourage que vous avez vues une fois par an et qui vont vous dire, ben non, mais moi, je te connais, je t'ai vu grandir, je sais que tu n'es pas comme ça, c'est pas vrai. Donc ça peut être blessant et ça peut faire vraiment mal. Et après, il y a la partie professionnelle où là, c'est vraiment délicat en France aujourd'hui parce que la mentalité des gens, je trouve, en France, il y a encore du travail à faire, en fait, en termes de tolérance et d'acceptation de l'autre, puisque moi, j'avais choisi d'en parler au travail parce que j'avais quelques petites difficultés de communication, et il y avait des petites choses à mettre en place et j'ai choisi d'en parler. Et en fait, j'ai vu que juste d'en parler, c'était pas suffisant parce que il se passait pas grand-chose quand on faisait juste d'en parler. Et là, on m'a conseillé du coup de faire une reconnaissance en tant que qualité de travailleur handicapé, donc d'avoir une RQTH
pour être reconnu porteur d'un handicap. Et ça, c'est des choses que je voulais vraiment pas engager comme démarche. Moi, quand j'ai eu le diagnostic, j'étais dit, je ferai jamais ces choses-là parce que je n'en vois pas l'utilité. Ah non. Et en fait, la société fait que j'ai été obligé de passer par cette reconnaissance-là, un peu comme si tant qu'on colle pas des étiquettes aux gens, c'est comme si on n'était pas capable de les aider parce qu'on n'a pas collé d'étiquette sur la personne. Alors que à la base, il suffirait déjà de commencer par écouter la personne et d'adapter par rapport aux besoins de la personne. Et ça, en fait, on n'est pas capable de le faire si on colle pas une étiquette. Donc j'ai fait cette reconnaissance de travailleur handicapé. Et au travail, du coup, eh bien, on a communiqué sur le sujet. Ça partait vraiment d'une bonne intention. On a sensibilisé tous mes collègues à ce que c'était que le syndrome, comment moi je le vivais et comment on pouvait mieux travailler ensemble. Et en fait, pour répondre à la question, est-ce que les gens, est-ce que je peux avoir le sentiment d'être infantilisé parfois? La réponse est oui, et surtout dans le monde professionnel, pour plein de bonnes raisons. Malheureusement, c'est que déjà, quand on est travailleur handicapé, l'entreprise a une obligation légale envers le salarié. Donc, quelque part, si elle ne fait rien, si elle ne prend aucune précaution, eh bien, je peux lui reprocher et il peut y avoir des poursuites, etc. Donc, quelque part, les entreprises, à partir du moment où on annonce ce statut de travailleur handicapé, les entreprises ont un devoir de protection envers les salariés, sauf que dans mon cas, ce devoir de protection a été complètement démesuré et ça a eu l'effet totalement inverse, c'est-à-dire que je suis passé d'une situation où je travaillais normalement, j'avais une bonne charge de travail, j'avais même un apprenti, un intérimaire sous ma responsabilité, et du jour au lendemain, après ce collectif de sensibilisation, eh bien, mon téléphone ne sonnait plus, j'avais quasiment plus d'emails qui arrivaient dans ma boîte mail. Et les gens, en fait, au travail, avaient eu pour mot d'ordre de dire bah, Mathieu, faut le laisser tranquille, voilà, et il a du travail, on le laisse tranquille, etc. Et en fait, bah, ça, moi, je l'ai très mal vécu parce que je venais au travail et je ne savais plus ce que je venais y faire. Et je suis tombé en dépression, j'ai fait un bore-out, j'ai été arrêté pendant 10 mois et ça a été très compliqué. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai annoncé mon syndrome et de mon ressenti, de mon point de vue, je ne suis toujours pas sorti de cette situation où j'ai vraiment l'impression d'avoir été mis dans une tour d'ivoire ou dans un placard doré et j'arrive plus à me sortir de là et c'est vraiment très compliqué pour moi à accepter du coup parce que quelque part, il faut accepter cette espèce de pas forcément une infantilisation, mais ça y ressemble presque. Mais c'est-à-dire que si je dis, bah moi, je veux ça parce que je sais que c'est ce qu'il me faut pour mon bien-être, l'entreprise va dire, OK, vous dites que c'est ce qu'il faut pour votre bien-être, mais nous, on va s'en assurer, on va faire appel à des organismes comme Cap Emploi ou des choses comme ça pour nous faire confirmer en fait ça. Et ça, c'est difficile à accepter parce que je suis le premier concerné et je suis capable de décider par moi-même de ce qui est bon ou pas pour moi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette reconnaissance du travailleur handicapé, eh bien, les entreprises ont cette obligation légale de s'appuyer sur des organismes pour épauler le salarié en situation de handicap. Donc, c'est quelque chose qui est pas forcément facile à vivre. Je l'accepte parce que ça fait partie, entre guillemets, des règles du jeu, mais c'est extrêmement difficile à vivre parce que voilà, quand on exprime quelque chose et qu'on nous dit on va vérifier si c'est vraiment ça qu'il vous faut, c'est blessant parfois. En fait, tu es en train de me dire que t'es un gars et là, en fait, tu fais une démarche pour te sentir pour ton toit, en fait, au départ. Et en fait, là, à l'heure où tu te situes, tu faisais quelque chose pour toi et te libérer et être bien et peut-être mieux te faire comprendre des autres ou pas. Et là, en fait, patatras, là. Ouais. En fin de compte, ils t'ont cadré sans, c'est pas un travail. Ils t'ont mis déjà dans une case, ils t'ont oublié, Mathieu le professionnel dans la compagnie, et puis tu dois vivre avec ça indirectement. Alors ça, c'est une belle réflexion ce que tu dis parce que effectivement, c'est bien ce que tu dis et je rebondis dessus parce que c'est comme si du jour au lendemain, j'ai annoncé mon syndrome avec ce statut de travailleur handicapé et c'est comme si les gens, ils avaient tous oublié
tout ce qui s'est passé, parce que moi, ça faisait presque 10 ans que j'étais dans l'entreprise quand j'ai annoncé mon syndrome. Et c'est comme si du jour au lendemain, tout le monde avait oublié ce que j'avais été capable de faire par le passé. Parce que moi, j'ai piloté des réunions, j'ai animé des réunions, enfin, j'ai porté des sujets, j'ai fait beaucoup d'innovations pour l'entreprise, etc. Et c'est comme si du jour au lendemain, on oublie tout ça et puis maintenant, hop, on protège. Et puis, enfin, non, il aurait fallu juste mettre des petits aménagements en place. Mais voilà, on s'est loupé et j'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, hein, mais parce que je pensais vraiment que c'était la bonne démarche qu'on a entrepris en annonçant ce syndrome de cette manière-là. Le temps nous montre qu'on s'est trompé et je pense qu'aujourd'hui, j'ai longtemps dit que si c'était à refaire, je referais les choses dans le même ordre. Aujourd'hui, je dis plus tout à fait la même chose parce que c'est vraiment compliqué. Beaucoup de personnes qui annoncent leur syndrome en entreprise finissent soit par démissionner, soit ça se termine en procédure judiciaire. Enfin, c'est extrêmement compliqué tout ce qui découle après, en fait. Donc moi, j'ai choisi de rester dans une voie pédagogique et de maintenir des discussions, des dialogues avec la direction et la hiérarchie, etc., pour communiquer toujours sur ce syndrome et faire en sorte que cet accident qu'on a eu avec moi, il faut en tirer du bénéfice et il faut éviter que ça se reproduise avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est mon souhait aujourd'hui dans mon milieu professionnel. De porter même son regard le plus grandement avec de la neutralité sur chacun. C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que. Pas de prime directe. Mais je suis d'accord. En fait, si le monde était idéal, on n'aurait pas besoin de faire de reconnaissance de travailleurs handicapés ou de choses comme ça parce qu'on écouterait les gens et on adapterait en fonction d'eux. Ouais. Et voilà, donc le monde est comme ça, la société est comme ça et ça, on va mettre du temps avant de la changer. Tu as un sacré atout quand même, quoi. Trouble autistique, enfin moi, tu vois, je me dis, j'ai Redman dans mon entreprise, quoi. Et me posais la question. Écoute, j'avais envie de te faire passer un petit test. Si je te dis 48 multiplié par 349. Bah ça, c'est facile. Ça, c'est trop facile. Ça fait racine de 42, 10 moins 5 divisé par j au carré. C'est pas ça, Mathieu. Ah bon? La réponse est 16 752. Ah ouais. Du coup, c'est pas… je suis pas une vraie personne autiste, alors. Ah. Parce que… Alors, je vais aller plus loin. Que c'est-il? La guerre de 100 ans a duré combien de temps? Ça me fait un peu peur. J'ai peur de la question piège. Je dirais 100 ans. Eh ben non, mec, 116 ans. Parce qu'en fait, il y a eu une coupure entre la guerre. Mais en fait, du coup, ma question derrière ça, où je mets de l'humour, je te provoque un peu, c'est est-ce qu'à un moment donné, on a cette image en fait d'hyper-intelligence, les domaines. Tu vois, en fait, c'est… toi, tu as des domaines qui te portent ou est-ce que il y a des traits à cet endroit-là? Je ne sais pas. En même temps, moi aussi, j'ai des passions et des loisirs, hein, mais… Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de stéréotypes par rapport à ce syndrome, avec le syndrome du génie, avec des personnes qui vont être multipolyglottes, qui vont parler 7 ou 8 langues, ou des personnes qui vont connaître les encyclopédies par cœur ou toute l'histoire parce qu'ils retiennent tout très facilement. Il faut savoir que ça, c'est des personnes qui restent quand même minoritaires et c'est exceptionnel. Effectivement, c'est impressionnant, mais on n'est pas tous comme ça et c'est pas parce qu'on n'est pas comme ça qu'on est moins bien aussi. Enfin, moi, par exemple, tout ce qui est calcul mental, j'ai toujours été très nul en calcul mental. Même aujourd'hui, je suis incapable de te faire un calcul, même une addition de tête. Par contre, quand j'ai passé mon BTS, j'ai dû avoir 19,5 en mathématiques le jour de l'examen parce que c'était de l'application de formules et avec une méthodologie de calcul, d'équations, etc. Et là-dessus, je suis très à l'aise, tu vois, alors que je ne sais pas faire un calcul de tête. Et donc oui, moi j'ai des domaines, je sais que j'aime beaucoup l'informatique, j'ai tapé mes premières lignes de code à l'âge de 7 ans. Alors j'étais pas Bill Gates, hein, mais je m'amusais en fait à taper des lignes de code, ça dessinait des choses à l'écran ou ça jouait des notes de musique parce que je rentrais des fréquences, des durées et puis je faisais des petites mélodies. Ta descente d'intérêt comme tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça, comme tout le monde. Comme tout à chaque… La seule différence, c'est que mes centres d'intérêt vont prendre une place envahissante dans ma vie. Ça devient obsessionnel en fait. C'est que quand je suis parti dans un centre d'intérêt, c'est le matin, le midi, le soir, c'est la nuit et ça n'arrête jamais et je peux m'investir dans ces centres d'intérêt parfois jusqu'à l'épuisement. Donc aujourd'hui, j'ai ma femme qui est là et qui elle a besoin d'attention, elle a besoin de temps. Donc quelque part, ça me force à me sortir de ces centres d'intérêt. Mais c'est aussi pour mon bien-être parce que du coup, si je finirais par être complètement enfermé dans mes centres d'intérêt
si j'avais pas ma femme, je pense. Ah, oula, moi je vais te Ça. parler de ta femme tout à l'heure. Mais Diane, ouais, je voulais savoir, est-ce que souvent les gens ils t'interpellent et te disent, toi Mathieu, en tant que personne autiste, donc Mathieu, en tant que personne autiste, est-ce qu'on l'utilise souvent et est-ce que tu aimes ça? Alors, je suis pas quelqu'un qui est très attaché à l'aspect sémantique des choses, donc c'est comme t'as un l'expression. lexique à la fin, hein, parce que là, Barawat, sémantique, on va perdre des jambes sur le programme. Hein. Et c'est comme l'expression, on est tous un peu autistes. Il y en a qui s'insurgent, je vais rajouter un mot, il y en a qui s'insurgent quand ils entendent cette expression-là parce que quelque part, ça minimise les difficultés d'une personne autiste. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'attarde là-dessus. Donc, si on me dit en tant que personne autiste, c'est pas faux non plus parce que effectivement, j'ai cette particularité-là. Et moi-même, il m'arrive d'utiliser cette expression. Alors, pas tous les jours, hein, c'est Non, pas non. quelque chose que. Mais voilà, si dans une situation particulière, on me pose une question liée à mes particularités, je vais répondre, écoute, en tant que personne autiste, je Ouais. pense qu'il y a trop de lumière, il y a peut-être trop de bruit, il y a peut-être ces choses-là à revoir, etc. Donc, moi, c'est pas quelque chose qui m'interpelle. Moi, j'avais une question un peu croisée pour toi, Mathieu, Diane. Enfin, en fait, est-ce que toi, tu vis dans ta bulle, t'es comme ça, là, tu parles pas aux gens, et en fait, voilà, je vais vraiment vous poser la question, est-ce que c'est une maladie, en fait, l'autisme? J'aimerais bien avoir votre regard à tous les deux. Oui, Alors, parce que beaucoup, et je voulais juste, Mathieu, beaucoup de gens disent atteint d'autisme et c'est irritable. Irritable, ça mérite. Donc, aujourd'hui, là, let's go, Mathieu, à toi. alors, je vais encore rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est drôle parce que euh, quand tu dis atteinte d'autisme, une personne atteinte d'autisme, et que tu trouves que c'est irritable, ça me fait tout de suite penser à une amie qui est sourde, que j'ai rencontrée au lycée et que j'ai tout de suite été vers elle, tu vois. Et je pense que c'est la différence qui a fait que j'ai voulu aller vers elle. Cette époque-là, je savais pas ce que j'avais, mais en tout cas, moi, les personnes différentes m'ont toujours intéressé, que ce soit une personne étrangère, que ce soit une personne avec un handicap. J'ai toujours été attiré par ces personnes-là. Donc, je suis allé la voir avec une feuille de papier et un crayon, cette personne qui était sourde, et j'y ai écrit, voilà, je suis Mathieu, et je me suis présenté à elle, et puis on a commencé par communiquer par écrit. Après, elle m'a appris l'alphabet, donc après, je lui ai appelé les mots, puis après, elle a commencé à m'apprendre les mots, etc. Et en fait, elle disait la même chose que ce que tu viens de dire, c'est que les gens, ils disent atteinte de surdité, mais elle, ça l'irritait aussi, parce qu'elle disait qu'elle n'était pas atteinte de surdité, quoi, c'était comme ça. Et au même titre elle disait que c'était les personnes autour d'elle qui étaient handicapées et qu'elle, elle se sentait pas handicapée. Et que les handicapés, c'était les autres, parce que les gens n'ont pas cette capacité d'aller vers elle. Et un peu comme avec moi, c'est-à-dire que, et je le dis dans mon livre, c'est que si les gens, en fait, les gens font pas l'effort de venir vers moi ou vers elle à cette époque-là, et donc c'est à nous de faire l'effort en fait. Donc quelque part, c'est vrai que la société et les gens autour ont des craintes, ont des peurs et ont pas cette capacité de passer au-delà de la différence parce qu'ils savent pas comment faire, et ils ont peur. Ils restent là-dessus. Alors que moi, j'ai plutôt tendance à foncer. Donc, pour répondre à la question, est-ce que c'est une maladie? Non, l'autisme n'est pas une maladie. Moi, je suis quelqu'un. Alors, j'ai plein de troubles psychosomatiques qui découlent de mon autisme, des problèmes intestinaux, des problèmes d'angoisse, de stress. J'ai un trouble anxieux, donc je suis quelqu'un d'hyper anxieux, etc. Et tout ça, ça va me déclencher des problèmes sur mon organisme. Et donc, par rapport à ça, j'ai passé déjà des examens médicaux avant d'être diagnostiqué porteur d'un TSA. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais tout le temps des problèmes au ventre ou des choses comme ça, des troubles gastro-intestinaux. Et donc, l'autisme n'est pas une maladie. Par contre, on peut avoir plein de problèmes de santé qui vont être générés par ces particularités qu'on a, cette sensibilité. Et je voulais conclure en disant que je ne sais plus quoi. Voilà. J'ai oublié la fin de ma phrase, mais en gros, voilà, c'est pas une maladie. Mais donc moi, je voulais dire, je suis quelqu'un en pleine santé et il n'y a pas de traitement. Je peux pas prendre de médicaments pour réparer ça parce que c'est un câblage neurologique en fait. Donc c'est ainsi fait et puis j'apprends à vivre avec. Voilà. Diane, tu veux compléter à cet endroit-là ou pas, Mathieu? Non, Sur la notion de malade, il n'y a pas de maladie en fait, c'est pas une maladie. non, c'est pas une maladie.
Parfait. Par contre, moi, il y a un truc, tu m'as parlé, attends, on a été un peu dans la vie privée, là, tu m'as parlé d'Anaïs. Et moi, c'est un truc qui m'a touchée dans le livre et sans faire pleurer dans les chaumières, c'est la place de ta femme, en fait, Anaïs. Et j'aimerais que tu nous en dises quelques mots. Bah, elle a une place importante en fait, parce que c'est elle qui a vu tout de suite que j'étais particulier. Dès les premiers instants de vie commune, elle a dit tout de suite, tu as un comportement d'autiste, parce que j'avais des routines, des habitudes, et que s'il y avait un grain de sable qui se mettait là-dedans, c'était la fin du monde et je me mettais en colère. Et puis, elle me soutient en fait dans tous mes projets, même les projets les plus fous. C'est une personne vraiment qui juge pas et qui me soutient. Elle m'a appris aussi à verbaliser mes émotions, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais appris à faire, que je ne savais pas faire. Donc j'étais traversé par plein de choses et ça bouillonnait et ça finissait par exploser en fait, en colère ou quoi. Et elle a toujours cherché à comprendre, mais pourquoi tu es comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, et petit à petit, voilà, à me faire réfléchir sur mes comportements, sur la raison de pourquoi. Et ça a été un travail extrêmement important en fait. Et j'ai toujours dit, tu aurais pu être vraiment une excellente psychologue, parce que c'est vraiment un gros travail de psy quoi, qu'elle a fait avec moi. Et elle a ce côté aussi de soutien, vraiment de pilier, parce que quand j'ai repris mes études, c'est moi qui ai décidé de reprendre mes études. Mais par contre, je me mettais tellement une pression pour réussir que j'avais l'impression d'échouer partout, alors que je réussissais en fait. Mais moi, j'avais l'impression d'être nul et de pas y arriver. Et si elle n'avait pas été là, c'est sûr que j'aurais abandonné et j'aurais arrêté mes études. Au même titre que le livre, peut-être que si elle n'avait pas été là, j'aurais peut-être pas été jusqu'à la publication, parce que je me serais fait peur. Et donc, c'est vrai qu'elle a vraiment un rôle important dans ma vie. Et c'est grâce à elle que mes projets les plus fous prennent naissance, parce qu'elle est là en me disant, en fait, elle m'enlève les doutes que j'ai. Elle me dit, vas-y, fonce, quoi, fais-le. Et Elle donc, t'aime, elle t'apporte aussi. Enfin, moi, il y a un truc elle sait te regarder. ouais, Alors, c'est ça. elle te regarde avec une connotation qui est celle de l'amour, mais c'est aussi la plus belle façon de regarder l'autre, c'est vraiment le regarder lui, Mm. amour ou pas amour, mais savoir regarder l'autre. C'est ça, mais c'est souvent ce qu'elle me dit par rapport au monde professionnel. Elle me dit, mais si vraiment, s'il pouvait te voir comme moi je te vois, parce que, alors peut-être qu'elle m'idéalise un peu trop, mais c'est vrai, parce que quand on survole le contact avec moi, je suis quelqu'un qui est difficile à décoder. Il faut vraiment prendre le temps de me connaître. Et ce temps-là, tout le monde ne l'a pas en milieu professionnel et tout le monde ne veut pas le prendre. Donc, on peut s'arrêter sur des préjugés, sur un mec qui comprend pas ce qu'on lui dit, ou parce que des fois, je comprends pas toujours. Faut vraiment le bon langage, quoi. Et c'est vrai que c'est dommage, parce que il suffit de prendre le temps d'apprendre à découvrir l'autre. C'est tout simplement ça. Et voilà. Donc, en passant, je remercie ma femme et je remercie aussi mes quelques collègues, mes 4 ou 5 collègues qui depuis une dizaine d'années ont appris justement à me décoder, à travailler avec moi et avec qui on a fait des choses vraiment extraordinaires. Vas-y Mathieu, il n'y a pas d'enjeu, j'ai pas de valise RTL à te vendre derrière. Ouais. Tu peux faire des dédicaces à qui tu veux. Franchement, Diane, c'est trop beau. T'as vu ce qu'il dit? C'est quelle belle leçon de vie, hein. Oui, puis c'est ça qu'on aime, nous. On aime ça, rencontrer que des belles personnes comme toi, Mathieu. Alors, nous, ça nous touche. C'est ça qu'on aime. On aime entendre les personnes raconter leur histoire, parler de leur intérieur. Diane, Donc, vas-y, tu te lances la dernière question oui, à Mathieu. Oui, la dernière question, je voulais savoir, est-ce que tu as des préjugés ou commentaires qui t'irritent? Non, non, vraiment, la chose qui m'irrite le plus, c'est surtout ce qui m'irrite le plus, c'est les gens qui pensent me connaître et qui disent que non, je suis pas comme ça. Ça, c'est vrai que c'est extrêmement blessant. Et c'est cet aspect un peu où j'ai le sentiment que parfois on veut décider à ma place alors que j'exprime mon souhait. Ça, c'est des choses qui vraiment m'irritent et me blessent. Mais après, je suis quelqu'un, voilà, je me formalise pas sur des choses comme ça. Ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et j'ai appris à me concentrer que sur les choses positives, en fait. Attends, t'es obligé J'y de nous arrive, faire un... Ouais. j'y arrive pas toujours. Ah, tu vas nous piquer la conclusion, là. C'est pas possible, Mathieu. Ah. Attends, bah alors à ce moment-là, est-ce que tu as un message à... Je sais pas, ce que tu veux, là, à l'instant T. Qu'est-ce que tu aimerais bien nous dire, là? Un message à passer sans tabou? Ben, qu'il faut,
je sais pas, qu'il faut apprendre Enfin, moi, le message que je vais passer, c'est bateau, mais c'est un appel à la tolérance. C'est apprenez à découvrir et à connaître les gens avant de juger, quoi. Et c'est tout, j'ai que ça à dire. Voilà. Non, bien joué, hein. Je l'avais pas écrit celle-là, je la note. Hein. Écoute, Mathieu, un pur bonheur. Hein, Diane? Que du love. N'arrive pas à faire les cœurs, que du love. En tout cas, c'était la première. On verra la suite, mais on a kiffé, on a pris du plaisir. Moi, j'ai juste envie de vous dire, les amis, c'est que vous pouvez, après cette vidéo, nous envoyer des petits messages si vous voulez, vos critiques. Par contre, mec, nénette, sans méchanceté. Voilà, classe, tu critiques, pas de problème, attention, sans méchanceté. Et j'ai juste envie, Diane, t'as envie de rajouter quelque chose? On ne sait jamais. Si ça vous intéresse par la suite de nous contacter, écrire et dire, moi, ça m'intéresse, j'ai envie de parler de moi, soit la différence ou peu importe quel métier. Nous, on veut rencontrer des belles personnes et c'est ça qu'on souhaite faire. Donc, merci à tous. Portez-vous bien. Carpe diem. Carpe diem. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Mathieu. Merci.